Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre en endroit où aller. Spéciale soirée avec notre partenaire lecteur.com qui est le site de la Fondation Orange. Et cette soirée est dédiée aux explorateurs, au palmarès plus exactement des explorateurs de la rentrée littéraire. Ce soir, nous accueillons 5 auteurs de ce palmarès. Alors dans le désordre, nous avons Marie Mangès. Bonsoir Marie. Bonsoir, ravie d'être là. Éloi Audouin-Rousseau. Bonsoir Éloi. Bonsoir, bonsoir à tous. Chantal Dupuy-Dunier, bonsoir Chantal. Bonsoir. Christophe Peruchas, qu'on connaît déjà, bonsoir Christophe. Bonsoir. Et Marin de Viry, bonsoir Marin. Bonsoir. Et pour clôturer, Karine Papillot est là ce soir pour notre plus grand plaisir. Elle est à l'initiative, je crois, elle chapeaute ces explorateurs de la rentrée littéraire. Bonsoir Karine. Bonsoir Nathalie. Oui, en effet. Alors, il n'y a pas une petite... Non, le jingle, on l'a eu, donc ça y est, on peut commencer directement. Oui. D'accord, pardon. Je voulais qu'on revienne juste pour dire que c'était la 9e édition cette année de l'opération des explorateurs de la rentrée. Et tu vas nous expliquer peut-être, parce que tu es la mieux placée pour ça, quel est le déroulé, justement, comment les lecteurs ont choisi... Alors, en fait, c'est une opération qu'on a lancée il y a donc 9 ans avec nos petites mains et notre bonne volonté, dans le but de faire découvrir dans les rentrées littéraires les livres qui ne seraient pas forcément mis en avant et en tout cas les faire repérer par notre site qui est une grande communauté de lecteurs. Cette année, Covid oblige et même pas forcément, j'ai toujours essayé d'être le plus éclectique possible dans le choix des maisons d'édition. Mais cette année, on est passé de 30 éditeurs à 50 pour 50 livres. Il y a eu donc 50 romans, français et étrangers, et 50 éditeurs représentés de France et de Suisse. Nous avons sélectionné 50 lecteurs sur des critères âpres et exigeants et chaque année ils suivent comme ça l'aventure. Ça forme un groupe toujours assez riche, plutôt très joyeux qui s'échangent ensuite les bouquins et puis ils ont fait des chroniques et puis ensuite on leur a demandé de poser des questions, de noter. Alors ça ils ont horreur de faire ça et on les comprend, mais il fallait bien pour établir un palmarès et ce palmarès a fait émerger ces 5 romans défendus par les 5 auteurs que nous recevons ce soir, Nathalie. C'est parfait. Ben, écoute, moi, je vais te laisser tranquille et je vais te laisser avec nos amis auteurs qui sont là pour parler de leurs romans respectifs et répondre à tes questions. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Je vous souhaite une belle rencontre. Merci, Nathalie. À tout à l'heure. Alors, je vais faire l'appel, parce que vous êtes nombreux quand même ce soir. Alors, nous avons... Et oui, c'est là qu'il faut bien enlever tous ces petits... Voilà, attendez, excusez-moi, c'est moi qui fais du bruit. Alors, je vais demander à Éloi Audouin-Rousseau de nous dire bonjour. Bonjour, bonsoir. Et puis ensuite, nous avons... Donc, alors, Éloi, pardon, vous avez été sélectionné pour Ouvre ton aile au vent, publié aux éditions Phébus. À côté de vous, ce qui n'est pas dur sur le petit écran, Chantal Dupuy-Dunier, vous avez écrit La langue du pivert aux éditions La Déviation. C'est la première fois qu'on représentait les éditions La Déviation sur lecteur.com. On en est très heureux. J'en remercie. Une grande poétesse. Marie Mangès pour Le parfum des cendres, publié aux éditions Finitude. Bonjour Marie. Bonjour. Et puis, alors non, Christophe Peruchas pour Revenir fils aux éditions du Rouergue. Bonsoir. Bonsoir, Peruchas. Peruchas. Et Marin de Viry qui nous rejoint, c'était pas prévu, mais il nous a fait cette bonne surprise. On est bonsoir. Bonsoir. Arche de mésalliance, publié aux éditions du Rocher, Marin. Alors, je vais vous demander, parce que tout le monde, les auditeurs, les spectateurs, les web spectateurs ne vous ont pas forcément tous lu. Je vais vous demander de chacun, à chacun son tour, de nous dire de quoi il s'agit dans votre texte. Ben, Marin, vous êtes là, allez hop. C'est moi qui commence ? Ouais. Oh ben, c'est assez simple, hein. C'est une histoire d'amour entre deux personnes qui ne devraient pas s'aimer. Qui ne devraient pas s'aimer et qui sont en rivalité professionnelle, en rivalité idéologique.
qui s'aiment à la suite d'un accident qui est qu'ils se rendent compte qu'au lieu d'être en rivalité professionnelle, ils devraient unir leurs forces pour déjouer un complot professionnel aussi. Le tout se passe. Donc, alors, pourquoi il ne devrait pas s'aimer? Parce que lui est un conservateur quadragénaire extrêmement mécontemporain et qu'elle est une féministe anglaise très sophistiquée sur le plan intellectuel, assez cynique, assez machiavélienne. Et voilà, et donc le roman se déploie jusqu'au moment où ils s'aiment pour des raisons obscures. Et le tout est dans un contexte très tertiaire marchand, multinational, et avec l'espèce d'abstraction sèche qu'il peut y avoir dans ce genre de contexte. Voilà, Karine. Ça ressemble bien à ce que j'ai lu également. Marie, merci Marin. Marie, le parfum des cendres. Alors, bon, l'exercice du pitch est toujours un peu compliqué, je trouve, mais si je devais résumer, c'est l'histoire d'un embaumeur, ou thanatopracteur, comme on dit, qui s'appelle Sylvain et qui a une vision un peu particulière de son métier, puisqu'il attribue un parfum à chacun des corps qui passent entre ses mains. Et il s'appuie sur ce parfum, sur cet imaginaire olfactif, pour restituer au corps des défunts une forme de vie. En les maquillant, en les vidant des liquides, en conservant ces corps. Et c'est un homme très taciturne, très renfermé, qui se considère lui-même comme psychiquement mort. Il a coupé tous les liens avec les mondes des vivants et il est donc dans sa petite bulle de parfum et de mort. Jusqu'à ce que débarque dans son univers une jeune femme qui s'appelle Alice, qui est thésarde en anthropologie, et elle fait une thèse sur les thanatopracteurs. Pardon, pardon, vous avez des points communs avec Alice, non? Alors, je dirais que notre seul point commun, c'est d'être thésarde en anthropologie, puisque c'est aussi mon cas. Donc, voilà, c'est une source d'inspiration pour ce personnage, puisqu'en fait, elle est vraiment l'élément perturbateur de l'histoire, comme moi, j'ai pu l'être sur mes propres terrains. Donc, elle va vraiment débarquer comme ça dans l'univers de Sylvain, avec ses gros sabots, avec ses questions, avec sa curiosité impénitente. Et au-delà de son sujet, elle sent chez cet homme aussi quelque chose d'un peu particulier, un secret qu'il cache depuis déjà 15 ans. Et donc, elle va mener aussi sa petite enquête auprès de cet homme. Elle va tenter de l'apprivoiser et de le ramener petit à petit à cette vie qu'il a quittée. Et donc, c'est un peu le choc des cultures entre ces deux personnages que tout oppose, qui lui est dans l'univers des odeurs et des morts, et elle est dans l'univers de la musique et des vivants. Et donc, c'est l'histoire de cette rencontre. Alors, vous savez pourquoi je vous demande de faire le pitch? C'est tout simplement parce que ça me donne les limites du cadre dans lequel je peux ensuite vous poser les questions. Et parce qu'avec ce que vous venez de dire, il y a des choses que je ne vais pas pouvoir vous demander et d'autres que je pourrais vous demander. Ben oui, pour ne rien déflorer. En fait, c'est l'auteur qui sait jusqu'où il veut dévoiler son histoire. Sinon, ça peut faire des couacs. Et voilà, c'est pour ça que je ne prends plus le risque désormais de faire cet exercice, sauf en cas de détresse profonde de la part, par exemple, de Christophe Péruchas, pour revenir fils. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais on va s'y essayer. C'est un roman qui se déploie sur 2 périodes. La première est en 1987, la seconde est 20 ans plus tard, en 2007. On suit d'abord, en 87, 2 voix, une voix d'une femme d'une 50aine d'années et la voix de son fils qui a alors 14 ans. Et on arrive juste après le décès par accident du père de famille. Et on va avoir d'un côté cette espèce de roman initiatique de ce jeune adolescent qui commence à avoir des émois amoureux, etc. Et puis cette mère qui va lâcher petit à petit un peu la rampe et partir dans une espèce de folie et se réfugier dans ce qu'on appelle le syndrome de Diogène, c'est-à-dire une espèce d'accumulation compulsive doublée d'un peu de problèmes d'hygiène. Donc voilà, donc elle va commencer tout doucement à s'enfermer dans cette maison, à garder les objets, etc. Et puis, elle va faire une sorte d'amnésie sélective et elle va quasiment, lors d'un épisode un peu brusque, un peu abrupt, oublier son fils. Et donc, la première partie de l'histoire, c'est ça. Et la seconde partie, c'est le fils qui s'est construit, qui donc a grandi auprès de son oncle et de sa tante.
et qui lui-même a fondé une famille et qui, au détour de vacances, va mentir à sa femme et à ses enfants et dire « je rentre à Paris ». Et en fait, il va s'arrêter devant cette maison colonisée depuis maintenant 20 ans par tous les objets, et il va essayer de redevenir fils, de revenir fils, et donc il va se présenter à sa mère, et c'est cette espèce de rencontre cette espèce de bouteille à la mer, de tentative de récupérer l'amour filial, et en même temps avec toutes les failles que cet abandon a généré. Donc voilà, et c'est parfois drôle. Oui. Chantal Dupuy-Dunier, vous avez écrit La langue du pivert. Oui, tout à fait. Et alors, vous aussi, votre personnage s'appelle Sylvain. Voilà. Comme chez Marie. Comme chez Marie. Et dans le roman, le roman Le Parfum de Suskind a une certaine importance. Il est cité. Comme Christophe, c'est un roman où la folie est au centre justement de ce qui se passe et de ce que vit Sylvain, qui s'appelle Sylvain Breuil. Sylvain Breuil va être fasciné par une découverte qu'il fait lors d'une visite d'une maison de la Ligue de la protection des oiseaux. Il entend un guide qui dit cette phrase: « Le pivert enroule sa langue autour de son cerveau pour le protéger contre les chocs quand il fore les arbres, contre les trépidations. » Et Sylvain est absolument fasciné par cette révélation. C'en a été une pour moi aussi. Je ne connaissais pas du tout cette propriété de l'oiseau pivert, et la visite, c'est moi qui l'ai effectuée et qui ai entendu cette phrase que j'ai prêtée à mon héros. Et Sylvain a perdu sa mère, il ne l'a jamais connue, elle est morte en le mettant au monde. Il a aussi un père qui développe très jeune une maladie d'Alzheimer. Tout va mal autour de lui, et il va s'accrocher à cette propriété du crâne du pivert et rechercher cette cache, en quelque sorte, dans laquelle le pivert enroule sa langue, en essayant d'adapter à lui-même cette chose pour arriver à l'invulnérabilité et à l'immortalité. Une quête complète que d'autres qualifieraient de folle, bien sûr, mais qui pour lui est devient le sens de son existence. Je vous demanderai d'où vient l'histoire tout à l'heure, après qu'Éloi Audouin-Rousseau aura présenté son livre à son tour, pour terminer ce premier tour de piste. Je suis content de le terminer, ce premier tour de piste, parce qu'en vous écoutant, je suis très intéressé par tous vos propos, et je pense qu'il y a probablement beaucoup de passerelles entre nos univers très différents, mais oui, le parfois drôle, la folie, et puis les oiseaux. Voilà, donc moi, si je devais résumer d'une manière en particulier mon livre, parce que comme vous le disiez, il y a plusieurs portes et plusieurs clés toujours à un livre. Il s'agit du récit d'une journée dans un Paris étrange, un Paris futur qui semble ressembler un petit peu aussi à notre passé, parfois à notre présent. Et c'est une journée de carnaval, si on veut, de charivari, de fête des fous. Et au cœur de cette fête des fous, à la place du taureau de la feria, le taureau a été remplacé, si vous voulez, par un canard. Alors, voilà, c'est l'idée de base, qui est originale, je vous le concède, et c'est une chasse au canard dans Paris. Et c'est un canard qui est jugé responsable de la déliquescence de cette société. Il a bouleversé le monde 20 ans auparavant lors d'une terrible pandémie aviaire dont le pays ne s'est jamais remis. Et voilà, la journée commence comme cela. Le livre, c'est le début de cette tradition mondaine, à la base mondaine, qui est devenue une sorte de tradition nationale, un lâcher de canard, qui échappe à la foule, cette fois-ci, et qui, dans sa fuite, rencontre des hommes et des femmes, des marginaux ordinaires, mais aussi extraordinaires d'une certaine manière, et qui vont l'aider à survivre. Et voilà, donc c'est un livre qui mêle plusieurs intrigues, mais ça, c'est cette intrigue principale.
C'est-à-dire que vous mettez en scène le sacrifice pré-civilisationnel, voilà, le sacrifice de la cohésion du groupe. Il y a quelque chose de cet ordre, en effet. D'où vient le livre, enfin, de quel item vous êtes-vous inspiré, en fait? C'est une idée qui m'a attrapé il y a quelques années. Je lisais un livre qui parlait de cette tradition mondaine très peu connue, qui est le lâcher de canard de la Tour d'Argent. Tous les à peu près 100 000, 200 000 canards sacrifiés. Ce canard au sang, qui est cette recette très connue de la Tour d'Argent. Et voilà, je me suis imaginé une foule en délire qui poursuivait un oiseau. Et ça, donc ça vient d'une lecture et d'une image. Lorsque je vivais à Rome, en Italie, c'était la mode des perches à selfie. Et j'avais des foules de gens qui étaient armés de perches à selfie. Et je m'en suis pris plusieurs fois dans la tête par accident, évidemment. Mais voilà, l'idée est arrivée à ce moment-là. Vous voyez, c'est étrange. Hein. Oui, enfin, ça me fait penser à une scène du livre de Chantal, par ailleurs. C'est aussi beaucoup la meute et la façon dont l'humain, en groupe, se réconcilie avec l'animalité et la violence. Enfin, même, on a pu avoir des scènes en France au Moyen-Âge de cannibalisme de groupe, mais on est sur quelque chose de dangereux, comme si le collectif était dangereux. Oui, la foule est un personnage à part entière dans ce livre. Et c'est un personnage qui est inquiétant et dont on a envie d'être le plus loin possible, mais on s'en rapproche parfois. Et d'une certaine manière, elle nous fait peur parce qu'on en fait un peu partie aussi. On la comprend, cette foule, bien qu'elle nous fasse peur. C'est-à-dire que quand nous sommes en foule, il y a quelque chose en nous que nous ne maîtrisons pas et qui peut nous dépasser et cela nous fait peur? C'est un peu ça, c'est l'idée d'une foule panique. En fait, la foule panique, c'est quelque chose qui est inscrit en nous, qui vient qui est inscrit en nous depuis très longtemps. C'est quelque chose de très primitif et qui a vraiment à voir à nos pulsions quasi animales. Et en fait, on connaît ça, on a peut-être tous connu ça dans une foule, tout d'un coup, tout va bien, et une onde tout d'un coup traverse cette foule, et on se retrouve, on bascule dans quelque chose tout d'un coup d'inquiétant. Et c'est vrai que voilà, ce livre, c'est le livre de beaucoup de choses, mais c'est aussi le livre de cette onde inquiétante qui parcourt une foule. On va dire que dans vos livres, enfin en tout cas sur les 4, il y a quelque chose, voilà, d'une singularité étrange chez vos personnages. On parlait de la folie. Qui est-ce qui a parlé de la folie tout à l'heure? C'est vous, Chantal. Mais on retrouve ça un peu d'une manière assez close chez vous, Marie, et puis aussi chez vous, Christophe, avec vos personnages qui sont, enfin, oui, les deux même, sont assez... Est-ce que c'est une langue particulière que vous avez voulu mettre en scène, une forme de poésie qui passe par ce qu'on appelle communément la folie? Je parlais aux 4. Pardon, je pensais que... Non, allez-y. Ben non, mais justement, prenez la parole, Christophe. Moi, la folie, c'est un sujet qui m'intéresse. D'ailleurs, je ne veux même pas savoir pourquoi exactement, mais il m'intéresse beaucoup. Le premier roman que j'avais fait tournait autour de cette folie-là, plutôt la folie lubris, c'est-à-dire la toute-puissance et tout ce que ça permet. Et celui-là, on est autour d'une espèce de folie, mais que je voulais... à la base à la fois presque physique, c'est-à-dire que le syndrome de Diogène, c'est une maladie qui touche des gens et à 95%, c'est dû à des lésions cérébrales dues à l'âge. Donc, c'est une forme de dégénérescence du cerveau. Donc, je me suis beaucoup documenté. J'ai beaucoup discuté avec un universitaire qui est plutôt reconnu pour le syndrome de Diogène en France. Et en fait, ce que la folie permet, effectivement, c'est la baisse de toutes les barrières. Il n'y a plus aucune loi, il n'y a plus aucune... Donc, les personnes sont vraiment... La mère est vraiment elle-même. Elle n'a plus aucune conscience, notion de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas. Et ça permet effectivement, et ça, moi, ça m'intéresse beaucoup, de développer à chaque fois des langues, des personnages et de mettre à la place, d'essayer en tout cas de mettre à la place de ces gens-là. Et effectivement, ça fabrique une certaine poésie puisque on se perd avec les personnages
qu'on est en train de décrire. Et moi, je trouve ça plutôt intéressant. Et j'ai choisi le syndrome de Diogène parce que c'est un truc incroyable. J'avais vu un reportage il y a, je pense, une dizaine d'années sur 2 nonagénaires qui étaient décédés. Et en fait, on avait extirpé de leur maison l'équivalent de 2,38 tonnes de choses qu'ils avaient gardées depuis 1955. C'est-à-dire que c'est... Et ça raconte aussi beaucoup de choses sur la folie de notre époque, sur l'accumulation d'objets, ce que ça raconte. Enfin, voilà, c'est un sujet, cette folie, cette accumulation qui cache un manque, un creux. Et c'est de ça dont j'ai voulu parler. Et ça permet effectivement à la fois de la poésie et puis à la fois d'aborder des thèmes d'une façon un tout petit peu plus oblique et moins politique et moins directe que si on le faisait sans ça. D'accord. J'aurais d'autres questions. On va revenir enfin, vous parlez de poésie, on parle de folie. Je pense forcément à Chantal plutôt qu'à Chantal à la langue du Pivert. Là, vous inventez une langue, Chantal. Oui, alors il est vrai que dans le titre, du fait que j'ai choisi quand même le mot langue, il y a une métaphore de la poésie, puisque jusqu'à présent, je n'ai publié que des livres de poésie, une trentaine, dont certains assez volumineux. Et on peut dire aussi que cette langue du Pivert, avec le rythme qui est induit par l'oiseau, renvoie aussi à ça. Mais ça, c'est en deuxième lecture. On a parlé de la folie. Alors, j'ai été pendant 40 ans psychologue dans un hôpital psychiatrique pour adultes. La folie, pour moi, c'est bien sûr beaucoup de souffrance pour ceux qui la vivent ou qui les vivent, parce qu'effectivement, il y en a tellement de sortes, il existe tellement de vécus de folie, entre guillemets, je mets le mot. Mais pour moi, c'était mon quotidien. C'était mon quotidien et donc c'était une autre norme. C'est-à-dire que j'ai eu conscience pendant toutes ces années que oui, c'était eux, mais ça aurait pu être moi. Et ils n'avaient au fond, les personnes dont je me suis occupée n'avaient que le choix inconscient de vivre leur existence que par ce moyen. Alors, j'ai aussi fréquenté la folie d'une autre façon, puisque mon propre père était atteint d'une psychose maniaco-dépressive. Maintenant, on appelle ça bipolaire, peu importe l'étiquette, on s'en moque. Mais c'était mon père, je l'aimais. Et j'ai eu envie, dans ce livre, qu'on aime Sylvain Breuil, qui est, entre guillemets, quand même fou. Mais pour lui, il n'est pas fou, il est en quête de quelque chose, d'un idéal, d'une utopie réalisable. En fait, vous n'en faites pas un fou, vous en faites un poète enfermé dans sa quête. Oui, on peut aussi voir ça comme ça, mais les deux, je dirais les deux, parce qu'il est quand même en grande souffrance. Ah oui. Et il a des problèmes relationnels énormes. Il va pouvoir vivre une histoire d'amitié. On en parlera peut-être tout à l'heure, je ne sais pas. Où vous souhaitez que j'en parle? L'histoire d'amitié avec Stanislav, oui. Mais oui, parce que je croyais que vous parliez de l'autre histoire qui, elle, n'aura pas eu la chance d'être une histoire d'amitié non plus. Oui, c'était une histoire d'amour avorté, puisqu'il n'est pas capable d'avoir des relations de cet ordre, en fait. Mais il vit une belle histoire d'amitié avec un jeune Arménien qui s'appelle Stanislav Bergesian, qui est un jeune mathématicien qu'il rencontre à la fac et qui est bègue. Et tout de suite, Sylvain Breuil va être fasciné par ce jeune homme qui parle pivert, qui a un rythme pivert. Un rythme poétique aussi, bien sûr. Et c'est pour cela qu'il va pouvoir être ami avec Stanislav. Derrière vous, on voit un oiseau, un drôle d'oiseau. Oui, eh bien, dans le livre, on peut révéler quand même que Sylvain Breuil
commence par voir des pivers qui défilent chaque soir à heure fixe dans son salon, qui traversent d'un côté à l'autre. Et bon, moi, je n'en ai qu'un, mais nous sommes dans mon salon. Bien. Il ne traverse pas, il reste, il veille. Tout est possible. Marie, je ne sais même plus quelle était ma question. Vous en souvenez, vous? La question, c'était en rapport avec la folie. Enfin, qu'est-ce qui peut lier nos différents personnages et est-ce qu'on invente, Christophe, une nouvelle langue à travers la folie? Non, c'était ça la question. C'était quoi, Christophe, ma question? Parce que vous, c'est pas forcément trop... Si, c'était ça, Christophe? On était autour de la folie et j'ai l'impression qu'on avait commencé sur pourquoi la folie vous a intéressé et qu'est-ce que ça apporte au texte. Est-ce que vous êtes à la recherche d'une certaine poésie? Il suit bien, il suit très très bien. Merci Christophe. Oui, c'est un peu différent, mais on va dire voilà l'extrême singularité, on va dire de votre personnage. Ça vous oui, alors après, effectivement, la question qu'est-ce que la folie et quelles sont ses limites, c'est une vraie question et peut-être qui nous parcourt tous. Et oui, par exemple, le personnage de Sylvain a aussi des choses en commun avec votre Sylvain Chantal, puisque lui aussi, il peut être perçu comme fou par son entourage, à commencer par sa famille, qui considère vraiment qu'il a une araignée au plafond. Il est là, il manipule ses morts toute la journée. Enfin, c'est quand même très spécial. Voilà. Et alors que, bon, c'est avant tout, pour moi, quelqu'un qui n'a pas encore réussi à faire son deuil. Je ne dirais pas de quel deuil il s'agit. Voilà. Et donc, ça, est-ce que c'est une pathologie ou non? La question reste ouverte, parce que je voulais aussi interroger cette question du rapport qu'on a au deuil et à la perte. Et Sylvain, lui, son monde à lui, c'est les odeurs. Et donc, sa folie à lui, son obsession à lui, quelque part, ça va être à travers tout ce monde de l'odorat et de l'olfaction. Et donc, le travail de la langue se fait par ce biais, puisqu'il perçoit absolument tout en odeur, même ce qui, a priori, n'en a pas. Donc, c'est aussi un rapport au monde qui est tellement singulier qu'il est incompréhensible par une partie de son entourage. Donc, voilà, ça participe du personnage, un peu comme l'autre Sylvain, je dirais. Ils sont vraiment perdus dans une quête, une forme un rapport au monde très absolu. Donc là, à travers un sens particulier qui est l'odorat. Oui, j'ai trouvé qu'effectivement, les deux avaient des choses... ils auraient pu être amis, on va dire. On va dire que dans leur difficulté chacun à établir des liens avec le monde, au moins, ils se seraient sans doute pour bonne part compris. Marin, vous ne parlez pas de folie, la folie du monde, mais c'est un peu trop global. Non, en revanche, il y a quelque chose chez vous de Houellebecquien. Et ça, c'est pas un hasard en plus. Ils sont pas fous du tout. Hein. Ils sont plutôt très sages. Hein. Mes protagonistes, disons, les deux principaux sont vraiment très sages. Si la sagesse, ça consiste à réfléchir beaucoup et à se conduire froidement, si je peux dire, dans un monde qui, lui, par contre, est assez fou, qui est ce monde des grandes organisations, quoi, des multinationales. Qui est fou parce que, en fait, on a l'impression que c'est un monde qui cherche à se mettre à distance du réel et à utiliser un vocabulaire, une manière de décrire les choses et une manière de faire avancer l'organisation qui mettent le réel le plus à distance possible. Donc, en fait, la folie, elle est plutôt dans le système que dans le cerveau des deux protagonistes qui, eux, ont plutôt une attitude de sagesse par rapport à la folie qui les environne. Alors, ce qui est Houellebecquien là-dedans, si je puis dire, enfin, c'est du Houellebecq d'abord des classes supérieures, hein, parce que mes héros font pas partie de la sociologie préférée de Michel Houellebecq, qui est quand même une sociologie, disons moyenne. Les miens, là, ces deux-là que j'ai choisis, j'ai vraiment fait exprès de les prendre chez les dirigeants, quoi. Parce que il y a chez eux une forme d'obligation, en fait, de se tenir, d'être tout le temps, comme ils disent, dans la réflexion, en responsabilité,
voilà, qui accentuent leur côté justement cérébral, leur côté sage, mais sage au sens de froid. Voilà. Donc c'est du Houellebecq, mais du Houellebecq sur une sociologie quand même très particulière. Alors, une sociologie particulière, mais le regard, en tout cas, est assez empreint de, voilà, de Houellebecquisme, si on peut employer ce néologisme, parce que vous partagez, en tout cas, un regard distancié sur notre époque. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on sent, je pense, en lisant mon roman, que tout le monde en a marre. Le narrateur en a marre, le romancier en a marre, les héros en ont marre, les personnages secondaires en ont marre. Tout le monde en a marre, si je peux dire, de vivre dans cet environnement-là. Et donc, il y a une forme de, comment dirais-je, de désir de se débarrasser, si vous voulez, qui va du début jusqu'à la fin du roman, mais qui termine bien. Ce n'est pas un désir de se débarrasser qui prend une forme nihiliste ou une forme, disons, ou qui s'incarne dans une maladie mentale, hein, pas du tout. Ils arrivent véritablement à se débarrasser de ce dont ils ont envie de se débarrasser. Au fond, c'est un roman, je dirais, c'est un roman feel bad du point de vue pendant tout le roman et feel good à la fin. Voilà, c'est ça. Si on peut utiliser ces catégories commerciales. C'est-à-dire que ça vous ressemble assez peu, ça, Marin, mais c'est-à-dire que c'est du Marin de Giry. Hein. On va arrêter de comparer. Ah ben vous êtes figé. Non, ça y est, vous êtes là. On va arrêter de vous comparer à d'autres, mais voilà, avec quelque chose de très drôle et d'éminemment satirique. Vous êtes là? Allô? Ah, merci. On a perdu Marin qui ne bouge plus, mais... Je peux parler ou pas? Oui, c'est bon. Oui, ça y est, on vous a récupéré, oui. Non, juste pour dire que le lecteur qui a fait la petite fiche à côté de mon roman, là, qui apparaît sur le site à côté de mon roman, a dit qu'il s'agit d'un cynisme réjouissant. Son impression de lecture, c'était ça, le cynisme réjouissant. Et je le remercie beaucoup d'avoir commencé par cet oxymore, parce que c'est tout à fait ça, c'est du cynisme réjouissant. Il me semble que c'est Jean-François Cimarano qui vous a voilà, et c'est un excellent lecteur et un critique de très haute tenue. On parlait d'influence, ça me fait penser effectivement, Marie, je suis navrée, mais on a dû vous bassiner avec le parfum. Non, parce que c'est tout à fait assumé. Et d'ailleurs, j'ai fait des clins d'œil dans le livre. Et moi-même, c'est une lecture qui m'a énormément marquée quand j'étais adolescente. Et donc, j'avais envie de rendre hommage à Suskind, même si, voilà, il a mis la barre tellement haut que c'est toujours très compliqué. Et donc, non, ça ne me bassine pas. Au contraire, moi, si je peux lui rendre hommage... voilà, à travers ça, c'est très bien. Après, l'histoire est quand même très différente. L'inspiration est plutôt liée à ce personnage qui est avec un odorat, un rapport au sens olfactif très particulier, qui fait évidemment penser au Jean-Baptiste Grenouille de Suskind. Pour le reste, je tiens à préciser que l'histoire n'a quand même pas grand-chose à voir, je pense, avec celui du parfum. Mais voilà, c'est tout ce monde foisonnant des odeurs dont Suskind parle avec tellement d'éloquence. Voilà, c'est plutôt ce monde-là qui, moi, m'a beaucoup inspirée. Oui, puis un monde qui, au démarrage, n'est pas très tentant pour quiconque. Hein, le monde de Grenouille est assez repoussant et le métier que fait Sylvain aussi. Il y a un peu de ça. Alors maintenant, je vais passer aux questions des lecteurs qu'on m'a transmises. Alors, nous en avons plusieurs. Tiens, puisque vous êtes là, Marie, Nathalie Germinal voulait savoir pourquoi vous aviez choisi ce milieu des thanatopracteurs. Bonne question. Alors moi, il s'avère que les thanatopracteurs, j'en ai entendu parler du coup dans mes études d'anthropologie, puisqu'on parlait de tout ce qui est rituel funéraire, etc. Et en fait, c'est la première fois, je crois, que j'ai entendu ce mot, thanatopraxie, que très peu de gens connaissent. Je pense, on voit embaumeur vaguement, mais vraiment la thanatopraxie, toute la pratique, tout ce métier, j'en ai entendu parler par ce biais. Et puis, en fait, moi, j'ai trouvé que c'était un très beau métier. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui m'a énormément touchée là-dedans.
Et quand après, je me suis documentée pour le livre, je trouve que même les thanatopracteurs parlent de leur profession avec énormément de délicatesse et de respect. Je trouve qu'il y a tout un enjeu aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement pour les morts, c'est aussi et surtout pour les vivants. Ils aident les vivants à faire leur deuil en faisant en sorte que voilà, les proches gardent une image du défunt qui est celui de quelqu'un de vivant et pas seulement d'un cadavre. Donc il y a vraiment cet enjeu d'aider les gens à faire leur deuil que je trouve très beau. Donc voilà, j'avais déjà été touchée par cette pratique pendant mes études. Et puis après, je ne sais pas, ça a ressurgi en mars 2020 quand cette thématique de la mort et du deuil était extrêmement présente, que c'était une période où justement tout ce cortège de questions liées au deuil était encore plus présent. Comment on fait son deuil quand il n'y a pas de rituel funéraire, quand tout est suspendu. En fait, à ce moment-là, cette idée d'écrire quelque chose sur la thanatopraxie, sur les thanatopracteurs qui sont, je pense, très peu abordés. En fait, c'est pas quelque chose qui est très connu. À ce moment-là, ça a refait surface. Je ne sais pas si ça répond à la question de Nathalie clairement, mais c'est comme ça que je retrace la genèse. Je pense que Nathalie est en ligne et qu'elle saura vous dire si ça lui convient ou pas. Alors, Palasquin, franchement, vous avez des pseudos, hein, tous. Palasquin, c'est peut-être même pas un pseudo. C'est une question pour Éloi. D'où vous est venue cette idée originale ? C'est une bonne question. Déjà, et j'en profite aussi pour remercier le lecteur qui a chroniqué aussi mon livre. Et alors, cette idée originale, Palasquin, comme je vous l'ai déjà dit, peut-être, ça vient d'une toute petite idée à la base de quelque chose que j'ai aperçu dans un livre, ce lâcher de canard de la Tour d'Argent qui existe depuis 1949. Et peut-être l'idée d'imaginer une foule poursuivant dans un Paris déchu, une société qui a perdu tout sens commun finalement, un oiseau. C'était une idée, j'ai envie de vous dire, elle est venue de mon esprit de fantaisie. Et voilà, on parlait de folie tout à l'heure, donc je ne pense pas être fou, mais voilà, peut-être de folie douce en tout cas. Mais oui, quelque chose, ça vient de ma fantaisie, de mon imagination. Je suis vraiment un écrivain de l'imaginaire, c'est ce qui m'intéresse. Et donc voilà, je suis parti, je me suis envolé avec ce canard. Et en plus, j'ai écrit ce livre pendant le confinement, donc j'étais confiné chez moi à Paris, dans le Paris de mon enfance, et je ne pouvais pas sortir de chez moi. Et donc du coup, je suis sorti de la plus belle des façons, c'était dans la tête d'un oiseau. Et je me suis un peu libéré aussi par cette écriture. Et c'est comme ça que vous avez ajouté Paris à la galerie des différents personnages de votre livre. Entre autres, oui. D'accord, parce que Paris prend un rôle très important dans votre livre. C'est vrai, il y a beaucoup de facettes à ce livre qui est un roman court, mais en effet, Paris est très important et c'est un chant d'amour à Paris, bien entendu. Bien confiné. Nous avons alors une question pour tous les 5 d'Ephrem Jules Maril. Quel est alors, ensuite vous tirez au sort qui veut commencer, quel est votre processus d'écriture et pour vous, que peut faire la littérature dans ce monde qui se défait ? C'est assez cohérent avec votre livre, Éloi. Maintenant, si quelqu'un d'entre vous a une réponse plus prête, vous voulez commencer, Éloi ? Elle n'est pas facile, cette question. Donnez-moi le temps d'y réfléchir un petit peu. Peut-être que quelqu'un... Alors, je vais demander à Marin, qui est non seulement écrivain, mais qui est aussi un critique très affûté. Alors, quel est votre processus d'écriture et que peut faire la littérature dans ce monde qui se défait ? Alors, dans votre livre, hein. J'ai une intention forte. C'est-à-dire que j'ai par exemple envie, j'ai une intention forte, j'ai envie de décrire un amour hétérosexuel a priori impossible, ce qui est le cas de mon roman. Ensuite, j'observe le milieu dans lequel ça pourrait se passer, et ensuite je structure l'enjeu, les circonstances, etc. Et après, j'écris. Donc c'est très, très rationnel. Mais là-dedans, ce qu'il y a d'important, c'est l'intention, c'est-à-dire exactement qu'est-ce que je veux faire. Et alors ensuite, à quoi sert la littérature dans un monde qui se défait ? Il faudrait peut-être une quinzaine d'années pour qu'on réponde à cette question. Mais c'est
Ça sert tout simplement à introduire de la réfutation. Une réfutation, je pense, une saine réfutation du monde. Une saine réfutation du monde. Une manière négative, je pense, de voir le monde, mais qui n'a pas un objectif négatif du tout, mais un objectif émancipateur, libérateur, parce que la poésie de l'écriture, parce que la finesse de l'observation, voilà. Mais que il est quand même important, je crois que la littérature offre ce regard, j'ai dit négatif, mais plutôt critique en fait, mais extraordinairement critique. Critique au fond, ce qui ne veut pas dire qu'on voit de la critique, ce qui ne veut pas dire qu'il y a de la critique dans le roman même, mais ça veut dire que le regard est critique. Voilà. Merci Marin. C'est tout. Christophe. Alors, pour la première partie, en fait, ça dépend. La première partie de la question, ça dépend beaucoup. Là, pour celui-là, je suis parti en fait de cette maladie, de cette folie, et j'avais très très envie de passer du temps dans cette maison. Donc, je suis parti de cette maison et j'ai écrit un peu à l'envers. Et j'ai imaginé la première partie ensuite. Donc, je suis parti plutôt de quelque chose, plutôt un garçon d'habitude rationnel, et là, je suis parti de quelque chose de plus organique, de plus viscéral. Et j'avais besoin avant de comprendre comment ça pouvait fonctionner, de d'écrire beaucoup. Donc j'ai beaucoup décrit et après j'ai coupé. Et après, effectivement, il faut trouver des arcs narratifs, il faut trouver des personnages, il faut trouver surtout les voix. Moi, je fonctionne beaucoup par caméra embarquée, en tout cas. Et donc, c'est vrai que se mettre dans la tête d'une personne de 50 ans qui commence à perdre un peu les pédales, ou de 75 ans parce qu'elle a 2 âges différents, ça vient nourrir la narration. Et au bout d'un moment, ce qui est un peu compliqué, c'est que je pense un petit peu comme elle quand j'écris comme elle, et je pense comme le gamin quand il a 14 ans. Donc, c'est plus eux qui me guident une fois que j'ai trouvé la justesse du ton. C'est ça qui m'intéresse. Et alors, pour la seconde partie de la question, je suis plutôt d'accord avec Marin. Moi, j'ai un tout petit peu... en fait, il y a plusieurs littératures. Qu'est-ce que ça veut dire, la littérature? Il y a des gens qui lisent parce que ça va leur permettre de s'évader, de s'échapper, de réfléchir, de s'évader d'un quotidien peut-être un petit peu étriqué, un peu morose, etc. Ça, c'est plutôt la littérature d'évasion. Moi, j'ai plutôt l'impression que celle que, en tout cas, je pratique et c'est la littérature qui pose des questions. Donc, on retrouve la dimension dont parlait Marin tout à l'heure de critique. Moi, ce que j'aime bien, c'est montrer ce qu'on n'a pas forcément envie de voir là, par exemple, c'est la dégénérescence, c'est l'âge, c'est le corps qui lâche petit à petit. C'est des choses que je ne fais pas des choses aimables, en fait. Je fais des choses qui, moi, me posent des questions, et j'aime bien déranger, effectivement, au sens étymologique du terme, si tant est qu'on puisse, c'est-à-dire sortir les choses de l'endroit où elles étaient rangées. Et pour moi, la littérature, ça sert à ça. Ça sert à déconstruire les perceptions et peut-être même à provoquer, à déranger quelque chose qu'on ne questionne plus. Ça sert à questionner plutôt qu'à s'évader pour moi. Mais voilà, après, on pourrait passer 2 ans là-dessus et même s'étriper en venir romain, ça serait superbe. En webinaire, ça sera difficile. Chantal, vous qui écrivez d'abord de la poésie, mais là c'est de la forme du roman que vous avez choisi. Oui, alors j'ai choisi la forme du roman parce que ce sujet-là, auquel je tenais, je ne pouvais pas le traiter par la poésie. Et le processus d'écriture m'a posé quand même quelques problèmes. Non pas le début, parce que le premier chapitre, je l'ai eu très vite à partir de la première phrase entendue par moi et que j'ai prêtée à Sylvain Breuil. J'avais aussi le dernier chapitre. Donc, mais voilà, je savais d'où je partais, je savais où j'allais, mais il fallait écrire le reste. Et en poésie, j'écris des formes assez... Enfin, il peut y avoir des très gros livres. Hein. Il y en a eu 2 qui faisaient plus de 360 pages, mais les vers sont brefs. J'ai une forme d'écriture brève. Et quand je me suis trouvée dans cette écriture romanesque, j'écrivais des très longues phrases sans avoir du tout le talent de Proust, mais c'était vraiment à rallonge, ce qui fait que j'ai été plusieurs fois obligée de retravailler l'ensemble, de raccourcir, de mettre des points, de trouver un style pivert justement aussi, que ça fasse tac, tac, tac. Et j'avais tout mis au passé, ce qui était d'une lourdeur effrayante.
Donc après, j'ai tout mis au présent. Donc ça a été beaucoup de travail. Et bon, bah, apparemment, il y a quelques lecteurs qui ont aimé. Et pour moi, c'est encourageant. Alors, en ce qui concerne la deuxième question, que peut la littérature? Vous ne le verrez pas, c'est à l'envers sur votre écran. Non. Oui, on le voit, si. Ce sont les actes du colloque qui a eu lieu à Paris en décembre 1964 déjà, et qui portait sur ce thème, que peut la littérature. Étaient présents Simone de Beauvoir, Yves Berger, Jean-Pierre Faye, Jean Ricardou, Jean-Paul Sartre et Jürgen Samprin. Voilà. Donc, ça fait un moment qu'ils ont essayé déjà de répondre à cette question. Nous n'y répondrons pas davantage, mais je crois qu'il est, quand on ne peut pas répondre aux questions, l'important déjà, c'est de se les poser, d'être dans cette recherche. En poésie, j'avais écrit à ce sujet que peut la poésie? Pour l'impossible, je persiste. Voilà. C'est une réponse. C'est une belle réponse. Merci, Chantal. Marie, comment répondez-vous à la question de Palasquin? Alors, en ce qui concerne le processus créatif... C'était Ephrem Jules Maril, pardon. Oui, c'est ça, oui. Le processus créatif, c'est le premier roman, c'est toujours un peu difficile. Enfin, voilà, c'est pas très, très établi, je pense. Là, je ne saurais pas trop dire. Il y a cette histoire qui est sortie, et puis après, j'ai envie de l'écrire. Après, comme Éloi, moi, j'ai écrit ça pendant le confinement aussi, donc dans un contexte très particulier. Et du coup, ça rejoint la seconde partie de la question, parce que justement, jusqu'à présent, j'avais beaucoup de doutes sur finalement la littérature, à quoi ça sert, enfin, pourquoi on fait ça dans le fond. Ça paraît un peu vain. Et à ce moment-là, je pense que ce qui a constitué une forme de déclic, c'est que ça paraît très naïf et très nunuche de dire ça comme ça, mais j'ai jamais autant cru au pouvoir de la littérature, mais une croyance à un niveau un peu irrationnel, que pendant cette période-là où en fait on était tous enfermés en nous-mêmes, sans aucune fenêtre sur l'extérieur, sans aucun moyen de rencontrer soit quelqu'un de nouveau, de voyager, et que à ce moment-là, la littérature nous a aussi ouvert des portes, ouvert des fenêtres. C'était un des seuls moyens pour nous de nous questionner, d'être ouverts sur le monde, d'être ouverts sur les autres, de pénétrer dans d'autres univers. Et voilà, enfin, pour moi, c'est peut-être aussi modestement une façon aussi quelque chose qu'elle peut apporter aussi, ça, ces portes vers d'autres univers, des voies de questionnement, des fenêtres ouvertes, je sais pas, enfin, en tout cas, je le vois un petit peu comme ça. Et pendant cette période, ça m'a fait, et même encore maintenant, ça fait énormément de bien de lire, et puis de soi-même proposer des univers à offrir aux autres, des questionnements, des choses comme ça, de façon un peu immodeste sans doute, mais c'est une façon de contribuer aussi à ouvrir des fenêtres. Je ne sais pas très bien, mais c'est une question à laquelle on ne peut pas vraiment répondre. Ça reste, et justement, c'est très bien qu'on puisse ne pas y répondre complètement, je trouve. C'est-à-dire que c'est une question à laquelle les lecteurs aussi pourraient être, à laquelle on pourrait soumettre les lecteurs, en tout cas, pour poser la question à Ephrem Jules Maril, qu'en pensez-vous vous-même? Éloi, on a fait le tour, termine avec vous. Oui, il y a tellement de belles choses qui ont été dites, et en plus, comme vous venez de le dire, Marie, c'est une question qui restera éternellement ouverte, donc je vais dire ça en une phrase. Moi, j'ai voulu explorer d'une part la violence, de l'autre part la sensibilité, pour réduire de manière un peu manichéenne la part d'ombre et la part de lumière qui réside dans l'humain. Et donc, la littérature peut ça. Elle peut explorer la part d'ombre et la part de lumière de l'homme. Et mon livre, particulièrement, propose, dans un monde désenchanté, un réenchantement du monde, et notamment. Bien, nous arrivons pas tout à fait à la fin, mais pas loin, mais juste à temps pour vous poser la question de Krian. Enfin, il en a posé, oui, ou elle en a posé plusieurs, mais autour de la frustration. L'exercice de l'écriture, là, vous venez d'en parler, mais une fois que tout est écrit, publié, que la promotion est faite ou pas, vous est-il arrivé d'avoir envie de rajouter quelque chose au roman, voire de rectifier quelque chose? Ou est-ce que pour vous, le texte est terminé et que vous passez ensuite à autre chose?
Est-ce que ce que vous avez écrit, et ça, je suis assez curieuse de vous voir répondre, est-ce que ce que vous avez écrit correspond exactement à ce que vous vouliez écrire, à ce que vous aviez en tête, hein, Marie déjà? Est-ce qu'il peut y avoir quelque part une frustration? C'est pour ça qu'à 9 minutes de la fin, le terme de frustration est tout à fait choisi. Alors, Marin. Oh, oui, il y a une frustration, mais je vis avec. C'est-à-dire que je suis arrivé, si on prend, comment dirais-je, un langage d'entreprise, on va dire je suis arrivé à 90% de mes objectifs, mais je ne suis pas capable au moment où je rends ma copie à l'éditeur et au moment où le manuscrit final n'a plus qu'à être à tirer, comme on dit, enfin, il n'y a plus qu'à signer le bon à tirer. Je ne suis pas capable de voir qu'il y a 10% manquants et je m'aperçois, enfin, 10% de matière qui manque ou 10% de quelque chose, d'une thématique qui manque ou par exemple d'un effort de style qui a manqué. Et ces 10%-là qui manquent, je m'en rends compte plus tard. Et donc, je sais que je m'en rends compte plus tard, je sais que ça a manqué et je vis avec. Voilà. Courageux. Et jamais eu envie de modifier le passage en poche, de changer Ah oui, oui, si on peut, oui, oui. Après, si on peut se rattraper, bien sûr, on peut faire absolument. La maturation d'un manuscrit, ça existe, oui, tout à fait. Oui, la deuxième version, ben, c'est très bien, c'est une deuxième chance, oui. Merci Marin. Christophe. Alors, c'est déjà pour se dire, est-ce que je suis frustré, ça voudrait dire qu'à la base, au début de l'écriture, j'avais une idée de ce que j'allais faire, ce qui est généralement pas le cas. C'est-à-dire que j'écris m'écrivant. C'est-à-dire que c'est un petit peu compliqué, mais je me dis pas, voilà mon histoire et il faut que je aille d'un point A à un point B. C'est-à-dire que je découvre le livre en même temps que je l'écris. Et à partir de ce moment-là, je ne peux pas me dire, en tout cas pour ce qui me concerne, je ne peux pas me dire je suis content, je ne suis pas content, puisque le livre, c'est le résultat de cette quête et en même temps du regard d'une éditrice et des allers-retours. Après, quand il est fini, pour moi, il est fini parce que ça correspond à une sorte de période. Généralement, c'est des univers assez forts qui me demandent beaucoup de vivre avec, une sorte d'aquarium avec ces personnages qui sont tout le temps un petit peu dans un coin de ma tête et qui s'enrichissent au fur et à mesure. Et ce livre-là, il a été terminé il y a plus d'1 an et demi, donc on en parle aujourd'hui, mais je suis déjà avec d'autres personnages dans un univers complètement différent. Donc, je ne peux pas rouvrir sans arrêt quelque chose. En fait, c'est comme des enfants. C'est-à-dire que ce n'est pas quand ils ont 7 ans qu'on va se dire « Hey, je ne suis pas d'accord, il faut lui changer les dents ». Il y a un moment, on fait avec, c'est comme ça. Et peut-être effectivement que si dans 10 ans, je me rends compte que je peux amener quelque chose, mais j'ai l'impression que, en tout cas, en ce qui me concerne, parce qu'on n'a pas toujours tous les mêmes expériences, mais quand c'est fini, c'est derrière, ça existe, et il n'y a pas de... Voilà, c'est comme ça fait partie des... Je finirai pas cette phrase. Pas mal. Chantal, la frustration. Alors, il n'y a pas vraiment de frustration. Je n'ai pas le besoin d'ajouter des choses dans le roman puisque j'en ai enlevé, au contraire. J'en ai enlevé peut-être au moins 50 pages. Et je dois dire que j'ai eu une grande joie, ça sera peut-être la dernière de ma vie, c'est qu'on parle de moi maintenant comme une primo-romancière. Et je trouve ça très prime-sautier à la veille de mes 72 ans. Voilà. Donc je suis la veille, c'était pas demain. Et c'est le 28 novembre. Oh, bon, on pensera à vous alors. Bah, écoutez, on ne souhaite pas l'anniversaire en avance, ça porte malheur. Je suis en train de dire ça à une psy, ce qui est très intéressant. Merci Chantal. Et vous, Marie, alors, vous faisiez non, une belle dénégation tout à l'heure. Parce que oui, moi je trouve que c'est très frustrant et quand on rouvre son propre livre après, moi j'ai toujours envie de tout modifier, c'est un peu la boîte de Pandore, enfin, c'est horriblement douloureux comme expérience personnellement, parce que oui, on est passé à autre chose et je pense qu'à l'heure aujourd'hui, je ne réécrirais pas le même livre, c'est forcé et je vois avec d'autant plus d'acuité tous les défauts. Voilà, tous les défauts, c'est assez terrible. Mais après, comme vous disiez, Christophe, moi,
d'un autre côté, le livre, une fois qu'il est publié, il ne nous appartient plus, en fait. Il y a un peu ce travail justement un peu de deuil qu'il faut faire, c'est-à-dire que c'est un adulte majeur et consentant qui maintenant mène sa vie et qui va de toute façon se faire réapproprier par les lecteurs qui vont en tirer des interprétations complètement différentes de celles qu'on avait envisagées, et que ça, pour le coup, c'est pas une frustration. Donc, bon, laissez, tant pis, le gosse n'est pas parfait, mais c'est pas grave, on va le laisser vivre sa vie, même s'il ne prend pas forcément les bonnes décisions, mais c'est pas grave, il est bien comme ça. J'apprends progressivement à faire ce travail, mais c'est pas facile, je trouve. C'est peut-être pour ça qu'après, on reprend la plume pour écrire un autre roman aussi, non? Oui, aussi dans l'espoir de faire mieux que le précédent, ce qui est aussi une grande difficulté, mais il y a un peu cette idée de perfectionnement. Et si on est totalement satisfait du premier qu'on a réalisé, il n'y a pas non plus de challenge, l'idée de pouvoir essayer de faire mieux la prochaine fois. Donc, en fait, je trouve ça très bien. Et voilà, c'est aussi un moteur, cette frustration, je trouve. Souvent. Éloi? Je suis complètement d'accord avec tout ce que je viens d'entendre. Et en fait, la frustration, elle est plutôt pendant l'acte d'écriture. Et tout ce temps qu'on passe à torturer la phrase, à faire des coupes comme vous, Chantal. Et puis petit à petit, justement, quand on commence à faire des coupes, le texte quand même commence à prendre un petit peu voilà, il commence à ressembler à quelque chose, hein, pour en parler vulgairement. Et donc finalement, la frustration se transforme en soulagement quand on se rapproche de la fin du projet d'écriture. Et ensuite, évidemment, comme vous le dites, Marie, les défauts, on en a conscience, mais ce sont des défauts qu'on a tellement essayé de régler qu'on sait que de toute façon, au bout d'un moment, on ne pourra pas les régler, ceux-là, et qu'on on les laisse vivre leur propre vie. Et puis aussi, il y a toutes les choses qu'on aime dans notre livre, et voilà, et ça fait un tout. Bien. Nathalie, je vais encore redire que je suis extrêmement heureuse de ce palmarès qui me tient à cœur vraiment à titre personnel. Moi aussi. Parce que j'ai beaucoup aimé vos œuvres, qu'on a là de la vraie, alors ça fait bizarre de dire ça, de la vraie littérature, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en fait si, chacun de vos livres est un bijou littéraire à part entière, et je suis fière des explorateurs qui ont vraiment super bien travaillé et qui ont su mettre en valeur vos romans qui sont magnifiques, qui sont parfois des vrais débuts pour certains, mais Marie nous l'a fait comprendre, chaque roman est un début. Et en fait, la littérature, l'écrivain est sans arrêt dans un renouvellement de lui-même. Mais voilà, moi je suis très très heureuse parce que vos textes sont très différents, parce qu'ils sont tous très forts, enfin puissants, avec une langue à chaque fois très personnelle, très prometteuse pour les primo-romanciers, les vrais et les faux, et avec des thèmes qui nous sortent des sempiternels sujets qui sont rebattus et qu'on finit par lire sans les lire. Je vais redire avant de redonner la parole à Nathalie, je vais redire vos noms et vos œuvres. Éloi Audouin-Rousseau, vous avez écrit « Ouvre ton aile au vent » chez Phébus. Vous savourez aussi les titres, aussi, le bonheur des titres. Chantal Dupuy-Dunier, « La langue du pivert à la déviation ». Marie Mangès, Le parfum des cendres aux éditions Finitude. Christophe Perruchas, Revenir fils aux éditions du Rouergue. Et Marin de Viry, L'Arche de Mésalliance, publié aux éditions du Rocher. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les plaisirs. Achetez-les tous. Ça, ce sont, à mon avis, je vais vous dire, ça, ce sont des cadeaux de Noël bien plus efficaces que tous les prix Goncourt. Je ne dirai rien de plus. C'était une très belle conclusion. On arrive à la fin de ce programme. Moi aussi, je suis très frustrée. Je suis ravie de ce palmarès. Je vais vous remercier chacun d'avoir été là avec nous ce soir. Un grand merci à lecteur.com. Un grand merci à Karine Papillot. Donc, allez en librairie et allez acheter les livres de tous ces auteurs. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle soirée et je vous dis à mercredi pour une soirée spéciale loi avec les éditions Audiolib. Au revoir, messieurs, dames.